Ligia Clark est née en 1920 à Belo Horizonte au Brésil. Elle débute des études d'art en 1947 à Rio, puis de 1950 à 1952, elle voyage à Paris pour s'adonner à la peinture à l'huile, avant de revenir dans son pays natal. Entre 1954 et 1958, elle se dédie à l'étude de l'espace et de la rythmique, et travaille entre autres sur des projets comme Surface modulée et Espace plan sur surface modulée. Cette série tend à séparer la peinture de l'espace confiné du cadre, et on peut notamment y observer que chaque forme géométrique semble projetée au-delà des limites du support. Donc cette méthode permet d'augmenter l'étendue de leur surface. Par la suite, dans son œuvre, le cadre et l'espace pictural tendent à se confondre, chacun envahissant l'autre lorsque Clark les peint de même couleur, comme on peut observer par exemple dans Organic Line, peint en 1954. En 1959, avec Cocon, elle ajoute des plans à cet espace pictural. Son œuvre devient alors tridimensionnelle et tend encore plus à conquérir l'espace. C'est à partir de ce moment-là qu'elle débute la sculpture. 1960, elle crée la série Bichos, ou Petits Animaux, qui sont des sculptures faites de plans en aluminium reliés par des charnières. Ces charnières permettent une interaction entre chaque partie du corps. L'observateur est alors transformé en participant à partir du moment où il est invité à découvrir les nouvelles formes que cette structure propose lorsqu'on la manipule. C'est avec cette série que Clark devient une pionnière de l'art participatif. En 64, un ruban de Möbius est coupé dans le sens de la longueur lors de sa performance Walking. C'est un moment clé dans son parcours, puisqu'ici l'objet qui intéresse l'artiste n'est plus extérieur au corps, mais le corps lui-même. C'est à partir d'ici que Ligia Clark travaille principalement sur et à partir du corps, à travers des œuvres qui prennent la forme d'extensions, de masques et de costumes. En 1968, elle présente La maison et le corps, qui est une installation de 8 mètres que le spectateur traverse pour vivre de façon symbolique la pénétration, l'ovulation, la germination et enfin l'expulsion du vivant. La même année, elle se déplace vers Paris où elle présente un corps désexualisé dans Le moi et le toi. C'est une œuvre dont on parlera plus tard. En 72, elle donne des cours de communication gestuelle à la Sorbonne où elle travaille avec des étudiants sur des œuvres collectives comme architecture biologique, filet élastique, bave anthropophage et relaxation. Elle continue sur la voie de l'art participatif en accordant une place de choix à celui qui fait l'expérience de ses créations, à sa créativité et à l'interaction entre participants d'un groupe, puisque c'est l'acte de découvrir, d'appréhender l'environnement à travers des sens altérés qui est mis en avant. Elle rentre à Rio en 76, et à partir de ce moment-là, son art tend à se concentrer sur les individus plutôt que sur le groupe. Le but thérapeutique est clairement visé. Ligia explore la mémoire, les peurs et les faiblesses personnelles de ceux qui sont devenus pour elle des patients. Elle le fait grâce à des expériences sensorielles personnalisées, comme dans les objets sensoriels. Si les personnes, après avoir traversé la série de choses que je leur propose, peuvent vivre de façon plus libre en utilisant leur corps de façon plus expressive, en aimant mieux et en mangeant mieux, cela m'intéresse beaucoup plus dans le fond que la chose même que je leur propose. Ligia ralentit progressivement la fréquence de ses productions à partir de 1981 et s'éteint en avril 88 à l'âge de 68 ans. Parmi ses propositions visant à explorer le rôle de la perception sensorielle et l'interaction psychique des participants, Ligia Clark crée en 1967 le dispositif artistique O Eu et O Tu, ou le moi et le toi. Elle y invite une femme et un homme à revêtir chacun un costume de caoutchouc. Chaque costume est relié à l'autre par un tuyau qui a des allures de cordon ombilical. Et chaque costume, encore une fois, comporte dans sa doublure des poches à tirettes. Chaque poche à tirettes est remplie de divers matériaux, tels que des sacs plastiques remplis d'eau, des aliments, des bouts de caoutchouc, et tout ça, c'est ce que l'artiste appelle des objets sensoriels. Ces objets sensoriels suggèrent des surfaces du corps. Donc dans le costume de la femme, on va retrouver des textures et des formes masculines, et dans le costume de l'homme, des textures et des formes féminines. Une fois les costumes enfilés, un capuchon recouvre entièrement la tête et les yeux des deux participants.
Ce capuchon agit alors comme un masque sensoriel afin de stimuler les autres sens que celui de la vue. Restreints visuellement, mais reliés, les participants peuvent alors commencer l'exploration, le jeu de recherche dans leurs costumes respectifs ainsi que dans celui de leur partenaire. Pour explorer les textures et objets divers contenus dans les poches, le participant doit d'abord défaire les tirettes donnant accès à la doublure interne, ce qui produit un déshabillage mutuel. S'ensuivent les tâtonnements de tout ce qui est à portée de main. Ainsi, chacun des deux participants touche et, simultanément, ressent les recherches de son partenaire. Grâce au processus graduel de recherche et d'exploration des contenus de la doublure de l'autre, chaque participant peut y trouver ses propres traits et symboles sexués, et, simultanément, les oublier. Grâce au masque sensoriel et la confusion des genres par les matériaux, les participants perdent au bout d'un moment tout repère de genre. Il y a donc une confusion qui s'installe. Avec cette proposition, Lygia Clark poursuit sa remise en cause de plus en plus radicale de la conception courante de l'art en Occident. Elle transforme le spectateur qui est alors passif en participant actif. L'objet d'art fétiche n'existe plus, ni d'ailleurs l'artiste en tant que créateur doté de capacités expressives uniques. Elle ne voulait pas se voir placée au centre de l'activité artistique, mais elle se considérait plutôt comme quelqu'un offrant des propositions à d'autres pour créer des expériences sensorielles et psychiques. Au cours de ces séances, individuelles ou collectives, elle tentait de mettre son public en relation avec lui-même. Par l'intermédiaire du spectateur devenu participant, Lygia Clark a cherché à bouleverser notre relation au monde, à mettre à l'épreuve notre rapport au sens et à la perception. Pour elle, comme elle l'écrivait, il s'agit de confondre l'art et la vie. Guo Fengyi est née en 1942 à Xi'an en Chine. Après des études, elle travaille dans une usine qui fabrique du caoutchouc jusqu'à l'âge de 39 ans, âge à partir duquel elle est atteinte de lourdes crises d'arthrite. Ces crises d'arthrite la contraignent à abandonner son travail. Afin de soulager ses souffrances, elle s'initie au Qigong, une branche de la médecine chinoise qui allie gymnastique traditionnelle, sciences de la respiration, mais on y développe aussi la maîtrise de l'énergie vitale et la méditation. C'est donc ces pratiques et les visions qui lui viennent lors de la méditation qui sont à la base de ses dessins. Peindre est pour elle un acte spirituel et philosophique très ritualisé. Donc c'est toujours le même schéma. Elle est vêtue de rouge, elle trace ses figures sur des feuilles de papier de riz pouvant aller jusqu'à 10 mètres de long, d'abord au crayon ou au stylo, ensuite à l'encre de Chine et à l'encre de couleur. Son travail est spontané, mais méthodique. Elle déroule toujours son papier petit à petit sur la table, de cette façon, elle n'a jamais une vue d'ensemble sur son travail. Rien n'est préconçu, elle découvre sa vision trait par trait, fragment par fragment. C'est lorsqu'elle peint qu'apparaissent une multitude de créatures et personnages en tout genre. Monstres, spectres, historiques et mythologiques, divins, parfois imaginaires, ils arborent tantôt des visages paisibles, et tantôt des visages exorbités et pénétrants. Tous sont constitués de méridiens où afflue l'énergie vitale. C'est comme si cette énergie faisait émerger les corps du papier.